J'ai 6 filles et je suis venue pour que mes filles ne soient pas obligées de mettre le tchador, pour que les hommes ne l'obligent pas à le mettre. Je suis venue ici pour défendre mes filles contre le tchador. Ma mère a décidé que sa fille et que ses enfants, plus généralement, ne vivraient pas ou ne verraient pas le jour en Iran, pas l'Iran de la République islamique. Et le choix de la France, c'était un choix en conscience parce que c'était la langue française, la langue de la Révolution, de la première des révolutions, qui a permis les idées et les idées de la République. Et c'était un refuge pour mes parents. Mes parents n'étaient pas des militants, c'était des gens qui avaient une prise sur le monde par leur travail. Ma mère, tout d'abord, qui était une infirmière, la première à accéder à des études supérieures dans une famille aux origines extrêmement modestes du sud de l'Iran et qui a toujours considéré que c'était par les études, par sa capacité à réparer les autres, qu'elle pouvait se réaliser. Et mon père était un érudit, un grand médecin. Lui avait une vie beaucoup plus confortable, mais je crois que ce qui a fait la bascule pour les deux, ça a été l'effort de guerre, puisque les deux ont été réquisitionnés pendant la guerre Iran-Irak, qui était un moment extrêmement violent, évidemment, sur le front, au Khouzestan, qui est la zone frontalière avec l'Irak et qui était la plus bombardée. C'est dans ce contexte que mes parents se sont à la fois rencontrés et au milieu de l'horreur est née une histoire d'amour, mais surtout une histoire de résistance et de résilience. Et quand il a fallu revenir à ce qu'était la vie avec les autres, là, c'était la douche froide pour mes parents parce qu'ils ont retrouvé une société évidemment militarisée, une société islamisée, avec une tyrannie religieuse qui s'exprimait dans les moindres recoins de la vie intime des gens. Ma mère est revenue à l'hôpital public et effectivement, il y avait des purges d'infirmières, de la haute administration, puisqu'il ne restait que ceux qui étaient les partisans les plus durs, les plus fanatisés du régime. Et donc, le premier rapport qu'a eu ma mère au retour de la guerre, ça a été l'éviction des femmes des hôpitaux, des infirmières, des médecins, des soignantes. Et c'est ça qui a été le plus insupportable encore pour ma mère. Les privations sur les femmes, évidemment, mais ça a été la privée de son outil de travail qui a été l'élément de révolte le plus significatif et qui a fait son exil. Et ma mère a accepté de reprendre sa vie à zéro parce qu'elle a été privée donc, de son outil de travail, mais aussi parce qu'il fallait vivre malgré l'adversité. Elle a décidé que ses enfants seront nés et élevés en France. Donc c'est toujours la voix d'une femme qui se dresse, qui résiste, qui refuse aussi, et surtout qui se dresse face à des hommes. Il y a eu donc cette arrivée de mon beau-père qui était un intermittent du spectacle, très engagé, à gauche évidemment, très humaniste, qui était un homme, qu'il est toujours, un homme de combat. Ça a été pour moi un moment de bascule parce que ça a été la bascule de la langue aussi. Mon environnement était un environnement alors, de femmes, mais aussi où on parlait le persan. Et à 3 ans, je bascule dans ma locution et ma langue devient le français. Et ça a été un moment aussi d'une nouvelle naissance, en définitive, puisque voilà, on épouse un nouvel imaginaire, bon, des valeurs, et en tout cas pour le cas qui a été le mien, ça a été les valeurs, la République, évidemment, l'engagement, très tôt,
Très tôt, j'ai milité. J'en voulais à la tyrannie religieuse, à l'ignorance crasse, mais j'en ai après beaucoup voulu aussi à nos dirigeants. Et j'en ai beaucoup voulu aussi à la gauche, qui était une famille politique qui était ma famille politique. Et alors, ce qui a déclenché chez moi une forme d'anesthésie de mon engagement, ça a été un discours, et ça a été, je le dis tranquillement, celui sur la déchéance de nationalité, qui a ajouté à ma colère. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. Et ça, je crois que c'était l'élément de trop, parce que, en définitive, qu'on comprenne bien ce que je veux dire, ça évoquait le fait qu'il y avait des Français, et il y avait des Français qui n'étaient pas véritablement des Français, et évidemment les binationaux, parce que ceux qui étaient visés par cela, c'étaient les Français d'origine étrangère. Mais qu'est-ce que ça veut dire des Français d'origine étrangère? Je me considérais comme étant française, et pour moi l'Iran c'était le pays de mes parents. Je révise les épreuves du barreau. Et effectivement, une amie qui à l'époque prépare la magistrature me dit au détour d'une phrase, mais Chirine, maintenant que j'y suis, j'ai révisé les règles relatives à l'acquisition de la nationalité, bon, tu as nécessairement été naturalisé, tu sais bien, puisque tu es né en France de 2 parents étrangers. Alors évidemment, moi, ça me semblait tout à fait absurde, puisque jamais je ne m'étais interrogée sur ma nationalité. Je me suis toujours vue avec mon passeport français, et pour moi, c'était une évidence. Et puis ça m'a interpellée, et je n'en démordais pas. Non, c'est pas possible. Et puis j'ai appelé ma mère, il était 23 h, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit: maman, est-ce que j'ai été naturalisée? Elle me dit: bah, bien sûr, tout à fait, avec cette décontraction d'ailleurs qui caractérise ma mère. Oui, tu as été naturalisée au moment où j'ai acquis la nationalité française, tu devais avoir 8 ans. We're going to have a very, very strict ban, and we're going to have extreme vetting, which we should have had in this country for many years. Thank you, everybody. Thank you very much. C'est pas moi qui m'interroge sur mes origines, ce sont des décisions de gouvernants, de politiques qui me renvoient à m'interroger sur mes origines, et c'est intéressant comme démarche, parce qu'effectivement, je devais me rendre aux États-Unis, et au moment de remplir mon formulaire de visa, mon compagnon de l'époque m'interpelle et me dit: mais Chirine, tu es sûre, il y a un décret, le Muslim Ban, qui vise quelques nationalités, es-tu certaine que tu ne figures pas parmi ces ressortissants dont le territoire leur est interdit par finalement leur appartenance à une nation, ce qui est absurde, bon, et de façon, encore une fois, très négligente, décontractée, j'appelle ma mère de nouveau, et de nouveau, ma mère, de façon tout à fait décontractée, me dit: oui, tout à fait, tu as un passeport iranien. D'ailleurs, il sommeille dans les locaux du consulat de la République islamique à Paris, parce qu'on n'est jamais allé le récupérer, mais il existe. Bon, et là, de nouveau, je comprends que, effectivement, bon, là, ça va plus loin, parce que je suis binationale, d'une certaine façon, sans le savoir. C'est pas si grave, mais quand même, c'est mieux de le savoir. Mais qu'il faut, du coup, investir cette binationalité. Et donc là, ça déclenche aussi chez moi une forme de curiosité. C'était une claque, parce que pour la première fois, je crois que j'ai compris que ce que je voyais chez ma mère, c'était pas juste ma mère. C'était une culture, c'était une histoire. Mon rapport
à l'abondance sur la table, cette façon toujours extrêmement vivante, chaleureuse de recevoir, cette ambivalence aussi. Les Iraniens sont toujours très ambivalents. Je visitais la demeure familiale à Yazd, qui est une des villes les plus anciennes d'Iran, et je vois sur un mur de la demeure des portraits de clercs, d'ecclésiastiques, de certains ayatollahs même. Et j'interroge, mais qui sont ces clercs? Et une de mes tantes de me dire, bah, ce sont tes aïeuls. Voilà, tu es la digne descendante, héritière de ces clercs érudits qui sont aussi une partie de l'histoire iranienne. Et alors évidemment, pour la française féministe, avec un a priori, ça interroge, on se dit mais qu'ont-ils fait? Quel est leur héritage, leur histoire? Est-ce que certains ont été des bourreaux? Vous êtes face à votre histoire. Et alors, quelle ironie pour une fille de fils d'ayatollah que de se retrouver à les traquer. Voilà. Jina Mahsa Amini, elle ne meurt pas pour un voile mal porté, elle meurt parce que c'est une femme qui refuse de se soumettre à la loi patriarcale, qui refuse de se soumettre à une loi de domination. Et c'est pour ça qu'elle est tuée, Jina Mahsa Amini. Et c'est cet élément de révolte qui va générer en moi cet engagement nouveau, et cette fois effectivement pour la cause iranienne. Mais la cause iranienne, ce n'est rien d'autre, et je reviens à ma vocation, que la cause des femmes. On a ces images épouvantables sur les réseaux sociaux documentées par les Iraniens qui nous viennent de jeunes filles qui se dressent, vont dans les rues, crient « mort au dictateur », qui sont battues, arrêtées par milliers, avec de nouveau des arrestations arbitraires, avec de nouveau des condamnations, avec des procès qui sont des simulacres de procès, avec des tribunaux révolutionnaires, c'est-à-dire rendus par des ecclésiastiques, rendus par des clercs, rendus par des militaires. Et tout ça, évidemment, pour quelqu'un pour qui la justice, c'est évidemment une promesse républicaine, démocratique, c'est insupportable. Donc évidemment, cette lutte est devenue, d'une certaine façon, ma lutte. 44 سال 44 سال Nous ne leur souhaitons pas un bon anniversaire. Je prends mon téléphone, j'appelle les uns et les autres. Est-ce que ça te dit de rejoindre ce groupe? Alors, je ne sais pas très bien ce qu'on va y faire, mais là, il faut attaquer. Tu vois bien, il y a des violations très graves des droits humains. On monte effectivement cette équipe, Iran Justice, qui devient un outil de mobilisation. Voilà. Donc, on va documenter cette répression et puis nous allons faire un travail de saisine d'un certain nombre de juridictions internes, voire internationales, pour qu'un jour, effectivement, eh bien, ceux qui ont commis ces crimes eh bien, rendent des comptes. 535 manifestants qui ont été tués directement en marge des manifestations, plus de 30 000 personnes qui ont été arrêtées dans un espace extrêmement court. On a plus de 834 pendaisons en 2023, ce qui correspond en fait au record des exécutions depuis une année qui était extrêmement sanglante, qui était le 81, où en fait le régime avait maté de façon absolument spectaculaire la dissidence politique. Et effectivement, ce bilan, il est lourd, mais en même temps, il y a un bilan qui nous encourage et qui est optimiste, c'est celui de la résistance qui se poursuit. C'est cette désobéissance civile des femmes, des hommes qui continue, parce que dans les rues de Téhéran, mais partout dans le pays, on a des jeunes femmes, des femmes moins jeunes, qui continuent de refuser le voile obligatoire. En tant que femme,
Et comme des millions d'autres femmes iraniennes, j'ai toujours été confrontée à l'enfermement de la culture patriarcale, au pouvoir religieux et autoritaire, aux funestes lois discriminatoires et oppressives et à toutes sortes de restrictions dans tous les domaines de ma vie. Notre enfance n'a pas échappé à cet enfermement culturel. Ils ne nous ont pas permis de vivre notre jeunesse et en un mot notre vie. La triste vérité, au fond, est que le gouvernement autoritaire, misogyne et religieux de la République islamique nous a volé notre vie. Alors Narges Mohammadi, c'est une journaliste militante anti-peine de mort, féministe, qui est incarcérée dans un des bastions les plus durs de la répression, qui est la prison politique. Et pas n'importe laquelle, la prison politique d'Evin. Qui est surnommée d'ailleurs l'université d'Evin, tant elle regorge d'intellectuels censurés, d'écrivains, de militants, de militantes, d'opposants politiques. Elles ont des conditions de détention aujourd'hui qui sont dégradantes, qui sont inhumaines pour certaines. Narges Mohammadi, ça fait 2 ans qu'elle est interdite de tout contact avec sa famille, ses jumeaux, Ali et Kiana, en exil depuis une dizaine d'années en France, de son époux, Tari Rahmani, qui est un autre militant journaliste qui a écopé et purgé d'une peine de 14 ans d'emprisonnement. Et Narges Mohammadi, on lui refuse systématiquement des soins. Et ça participe aussi à l'usure que la République islamique essaye d'exercer sur ces femmes en finalement les isolant complètement de leur famille et en les mettant dans un état de vulnérabilité tel que, pensent-ils, elles renonceront peut-être à leur combat. Donc il faut bien comprendre la détermination dans laquelle se trouvent ces femmes et oui, qui nous fait dire que le quartier des femmes de la prison d'Evin et dans les rues de façon générale devient un bastion de la résistance à la tyrannie religieuse et à l'obscurantisme de ce régime.